And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elles clochent tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Bonjour à tous. Bon, bah écoutez, là en ce moment, bon, là on est tous là. Ah non, il manque Maryse. En fait. Maryse. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être qu'elle va arriver tout à l'heure, parce qu'elle m'avait dit qu'elle arrivait. Bonjour Tatiana, bonjour Ti, bonjour Michel, bonjour Freddy. Voilà, alors. Je vous montre. Alors, moi j'ai lu un article dans Le Monde l'autre jour qui m'a un peu interloqué. Tatiana, toi qui connais bien Moscou, dis-moi si les élites russes actuellement se radicalisent. Lesquels? Les élites qui étaient pro-occidentales il y a quelques temps et se radicalisent et seraient plutôt à la droite de Monsieur Poutine. Bon, les libéraux, eux, sont toujours plutôt... Enfin, j'en sais rien, écoute, j'en sais rien. Il y a toujours les gens... Par exemple, il y a il y a une émission d'un journaliste qu'on aime bien montrer à la télé en France, souvent quand on veut montrer comment les Russes sont méchants. Donc, c'est Solovyov. Lui, bon, son émission, elle est, comment dire, expressément agressive. Lui, il passe toujours pour genre dire oui, mais je comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas encore, comment dire, Bakhmut, tout ça, qu'on n'a pas encore envoyé les missiles, les trucs, tout ça, voilà. Il présente un côté, mais je veux dire, il joue ce rôle. Voilà. Il canalise aussi sur sa plateforme tous les gens qui peuvent aller dans ce sens. C'est une canalisation, mais c'est aussi une façon de dire c'est possible. Mais ce n'est pas une version officielle, tu vois. Il y a d'autres personnes, je suis plusieurs blogueurs, de dire que ça... Non, pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant. Les gens se fatiguent, ça c'est vrai, mais les gens se fatiguent de tas d'autres choses. Aujourd'hui, il y a une guerre interne en Russie. Il y a donc, comme on appelle ça, il y a tous les élites, tous les élites qui sont là depuis les années 90, donc qui sont, comment dire, c'est des mammouths, hein, c'est très difficile à bouger. Et donc justement, grâce à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on arrive à petit les pousser à l'extérieur. Donc ça crée une espèce de mouvance. Je veux dire, la Russie, elle mène on va dire une bataille sur les deux fronts, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, il peut y avoir des gens qui peuvent se radicaliser, entre guillemets, mais pas par rapport au front à l'extérieur. Peut-être plutôt à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de scandales de corruption qui se sont relevés, mais surtout, je veux dire, au très haut niveau. Parce que jusqu'alors, c'était des gens intouchables. Donc, là-dessus, c'est vrai que ça parle et il y a beaucoup de mouvements dans ce sens. De dire que la Russie se radicalise par rapport à la guerre, de dire il faut qu'on y aille, comment dire, bon, non, je veux dire, il y a toujours Medvedev qui remplit son rôle de celui qui râle. D'accord, mais ça c'est un jeu, enfin, oui. c'est toujours les mêmes jeux, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment non, je dirais plutôt qu'on met les gens un petit peu plus à l'ordre. Voilà. Donc, on est en train plutôt de faire un nettoyage qu'autre chose. Donc, dans ce sens-là, moi, je vois pas de radicalisation par rapport à l'Occident. Non, pas du tout. D'accord, donc si je comprends bien, l'article du Monde est, bon, n'est pas... Parce que, en fait, c'est un peu ce que disait Caroline Galacteros à un moment donné. Elle disait, mais Poutine commence à être débordé sur sa droite. Non, il est pas débordé. On va dire que l'opposition, pas vraiment l'opposition, mais je veux dire des libéraux, les gens qui aimeraient bien retourner un petit peu en passé, la corruption, les gens qui sont au gouvernement haut placés, qui travaillent un petit peu ensemble, parce que je dis la corruption, elle existe un peu partout. Donc là, effectivement, il y a un grand nettoyage. De dire qu'on force la main à Poutine dans ce sens, à mon avis, ce sera pas sûr.
il y a effectivement les gens, mais c'est toujours les mêmes depuis 3 ans qui continuent à dire qu'il faut que ça se finisse et il faut leur taper dessus. Il faut leur Je rentrer les ai dedans, hein. entendus parler il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est toujours les mêmes, ça change pas. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait plus de gens qui allaient dans un sens que dans un autre. J'ai entendu dire Caroline Galacteros. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, et ça, c'est à mon avis, c'est stratégique. C'est stratégique par rapport aux autorités russes. On fait attendre plutôt cette voie ou l'autre. Tu vois, on peut peut-être plus augmenter d'un côté ou de l'autre pour donner un petit peu en face, on va dire, passer les messages. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Mais à mon avis, c'est plus, on va dire, c'est plus volontaire, plus dire qu'écoutez les mecs, vous savez, il faut quand même vous calmer un petit peu, hein, parce que la France qui dit même si c'est un peu foireux les histoires de Rafale, mais dit bon quand même, enfin je veux dire calmez-vous un peu. Donc on peut mettre en avant tel et tel propos plus ou moins fort. Mais à mon avis, aujourd'hui, Poutine, elle arrive bien à canaliser tout ça, là, même très bien. Donc il intervient pour calmer la situation au moment où il faut le faire. Alors, on va aller à une réaction de Madame van der Leyen. Alors, évidemment, une réaction de Madame van der Leyen à la proposition de Monsieur Trump faire la paix. So indeed, from day one on, we have stood by Ukraine, side by side with Ukraine, and together we are defending the principles of the UN Charter. And we have been working intensely with President Zelensky and the coalition of the willing for a just and a lasting peace. And this is an ongoing process. As you said, yesterday a 28-point plan was made public. We will discuss the situation both with European leaders and with leaders here in the sidelines of the G20. I will also reach out to President Zelensky to discuss the matter. Important is a key principle we have always upheld, and that is nothing about Ukraine without Ukraine. Rien sans l'Ukraine. Et alors, moi, est-ce que M. Zelensky a la possibilité de dire non? Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, on peut le dire. Tout à fait. D'ailleurs, il a dit non. Il a la possibilité de dire non? Oui, et il a dit non. Oui, enfin, on ne sait pas encore exactement. Si, il a dit non. Il a dit non. J'ai écouté juste avant de venir vous rejoindre. J'ai écouté aussi bien l'intervention de M. Poutine que l'intervention de M. Zelensky. Il a dit un non catégorique. Hein. Il a enregistré il y a quelques minutes, on va dire, une interlocution où il a dit qu'il n'y a pas question. Et sa représentant à l'ONU, de la même façon, a dit non de façon catégorique. Oui. Mais voilà. Elle a dit également qu'il y avait toujours des négociations en cours. Oui, mais les négociations proposées par l'Union européenne, qui n'est pas la même chose. Donc, écoute, vendredi soir, j'ai sorti une petite vidéo en parlant justement sur le sujet, en disant que c'est un plan qui ne peut pas être accepté par l'Europe. Déjà, d'un point de vue financier, ça va pas. Donc, ils vont le tenir jusqu'au bout. Et la preuve, ils ont commencé à toucher au sein de sein. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu comme si on touche à la délicieuse épouse de notre Macron démocratiquement élu. On a commencé à toucher à Monsieur Yermak. Monsieur Yermak, on va dire, c'est l'ombre, je veux dire, de Monsieur Zelensky. On dit souvent que c'est lui le véritable, on va dire, enfin, je veux dire, dirigeant, pas dirigeant dans le sens qu'il prend les décisions, mais c'est lui qui maintient et qui contrôle Zelensky. Et donc, il y a les oppositions qui étaient portées à son encontre. Il est très vite allé donc à Londres, il est revenu et on a dit d'une façon, pas dire ferme, qu'il n'y a pas question qu'il soit, je veux dire, mis aux arrêts. Non, non. Il est là, il y reste. Donc, tant qu'Ermak reste, Zelensky est toujours sous la surveillance et sous l'obéissance des Britanniques. Donc, les jours où il y aura plus d'Ermak, on pourra peut-être dire que éventuellement il pourra y réfléchir. Si Ermak il reste sur ce poste, ça veut dire que c'est toujours les Britanniques qui contrôlent Zelensky. Voilà. Je veux dire, faut pas chercher plus loin. Mais il y a peut-être ce genre de choses quand même qui peut. Et c'est la première fois que je le dis publiquement. Il se passe que Zelensky est dans une très très mauvaise passe.
son entourage immédiat, son assistant personnel, son associé, est en fuite. Il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui ont disparu de l'aide occidentale. Probablement plus, d'après les chiffres que j'ai entendus. Les Américains ont intercepté toutes ces communications. Donc, ils le tiennent. D'accord ? Okay. Et tout d'un coup, alors que la semaine dernière, ils étaient en train de sanctionner les Russes sur les Lukoil et les compagnies pétrolières, là, ils arrivent avec un deal entre Witkoff, l'homme d'affaires ami de Trump, et Dmitriev, l'homme d'affaires ami de Poutine. Ils ont concocté un truc à 28 points qui reprend le projet d'accord de 2022 qui devait être annoncé en avril 2022 avec les mêmes principes. Et là, il va dire neutralité de l'Ukraine, on baisse le niveau le volant des forces ukrainiennes. Les Russes, comme ils ont gagné du territoire depuis, ils conservent le territoire. Et vous verrez, j'ai toujours prévu cela parce que les Russes, Oui. Est-ce qu'il peut résister à ce genre de pression, M. Zelensky? Écoute, déjà, première chose, est-ce que les Russes sont d'accord avec cette proposition de plan? Quand on dit que qu'on va garder une armée active, je dis active, pas celle qu'on réserve, de 600 000 hommes en Ukraine, déjà tu dis, à mon avis, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Qu'on ne reconnaît pas les territoires occupés comme des territoires juridiquement russes, pareil, c'est pas du tout ce qu'on veut. En plus, le territoire non occupé, il faudrait que la Russie paye une location. Hein. Il y a plein de choses. Finalement, tout ce que la Russie a voulu, par exemple, la dénizification. Il faut que la Russie libère tous les prisonniers, tous, donc même ceux qui l'accusent de viol, d'assassinat, de crimes de guerre, tous, d'accord, sans leur poser une quelconque inculpation. Donc, je dis, il n'y a pas un seul point sur lequel la Russie était, on veut dire, il n'y a pas un seul point que la Russie voulait absolument avoir qui est respecté. Donc, de dire que c'est un plan russe, non. En revanche, il est évident que ni l'Ukraine ni l'Union européenne ne seront pas d'accord avec ce plan, alors que c'est un plan en or. Voilà. Oui. Et ils ne seront pas d'accord, donc ce sera une base sur laquelle on va travailler et on pourra toujours le remettre, dire écoutez, on vous a proposé ça, vous avez dit non. Donc la Russie continue à Tatiana, l'Europe n'a plus rien à dire là-dessus. Moi, je crois que l'Europe n'a plus rien à dire. L'Europe, non, mais les Britanniques. Il n'y a plus d'argent. Enfin, les Britanniques, mais bon. Les Britanniques, ils ont quelque chose à dire. L'Europe, elle est sous la Britannique. C'est les Britanniques aujourd'hui qui commandent en Europe. L'Union européenne n'existe pas, je veux dire. C'est les Britanniques. C'est une guerre de la Grande-Bretagne. C'est leur projet, ceux qui mènent la bataille. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Bon, si c'est un plan en or, je sais pas, je dirais peut-être en plaqué or, oui, c'est possible, mais pas en or plaqué, en or brut, parce que le plan en question de paix semble tenir certains principes qui avaient déjà été initialement évoqués. Ça, c'est clair, mais est-ce que ça arrangerait tout le monde? Il faut maintenant regarder les différentes les positions de chacun. Par exemple, un Zelensky, le pauvre, il est vraiment entre le marteau et l'enclume. Ah oui, oui. S'il accepte, les bandéristes et autres vont s'en prendre à lui physiquement. S'il refuse, c'est la population qui va souffrir, mais au point où il est, je pense qu'il est en train de penser à ses intérêts à lui, à sa survie à lui. C'est pour ça que la fois passée, lors de débats précédents, je crois, quand on parlait justement de la corruption, je disais que pour moi, c'était un signal qu'on lui a fait pour lui dire que les choses vont prendre une autre tournure. Le NABU, qui est justement censé surveiller les corruptions, etc., étrangement sont sortis au moment où ce plan ici va être affûté aussi par accident. Donc, les coïncidences me semblent un peu trop flagrantes. C'est vraiment des choses qui ont été préparées. Comme je l'ai dit une fois, je pense que la messe a été dite à Anchorage.
C'est là où ils ont pris toutes les dispositions et tout ce qui était en train de se passer tout autour, c'était de la gesticulation, c'était du théâtre et bien sûr l'Union européenne qui n'a rien à dire et qui ne peut rien dire, parce que, bon, qui ne peut rien faire de pertinent. Ils peuvent beaucoup parler encore, mais ils ne peuvent rien faire de pertinent parce que ils n'ont aucun pouvoir de pouvoir changer quelque chose. Ils parleront, ils feront du bruit, mais concrètement sur le terrain, il n'y aura pas vraiment une possibilité de pouvoir avancer. Puis le problème, c'est C'est l'argent. mon point de vue. L'argent, donc, moi, je ne vois pas vraiment comment l'Union européenne peut relancer la guerre. Qu'est-ce que tu en penses, Ti? Bah, je suis un peu d'accord avec Tatiana et avec Michel. Je crois que les plans de 28 points, là, c'est un bouée de sauvetage pour Zelensky. Et c'est pas du tout un hasard que Trump sort maintenant ces 28 points. Et en sortant de ces 28 points, je crois qu'ils sont conscients que les Européens vont pas être d'accord et que Zelensky ne va pas signer. Donc tout ça, c'est des enfumages, au fait. Et je suis toujours pessimiste que la guerre ne termine pas avant 2027. Mhm. Oui. Et maintenant, vous dites que les Européens, ils n'ont rien à dire, c'est-à-dire que Macron et compagnie, ben si, ils ont toujours le pouvoir de nuisance. J'ai vu encore aujourd'hui Metz qui a dit qu'il allait donner le Taurus aux Ukrainiens. Oui. Alors, ils ont toujours des choses à dire. Ben, même si un voleur hein, ou un criminel hein, qui est en train de mourir, il peut toujours vous faire du mal. Hein. Mhm. Alors, donc, je me méfie absolument. Et maintenant, je pose une question à Tatiana, parce que Tatiana l'a dit que ce plan-là, c'est pas le plan russe. Et Non. alors, monsieur Kirill Dmitriev, c'est bien envoyé spécial de Poutine. Ouais, ouais. Oui, il était allé aux États-Unis, je me souviens très bien, à cette époque, bah, peut-être un mois ou deux, non? Quelque chose comme ça. Au Il a moment où Trump était en Asie. Voilà, il a quand même parlé avec Bon, d'abord, c'est un monsieur qui a fait des études aux États-Unis. Hmm. Hein. Et quelqu'un qui parlait l'anglais couramment et en plus, on peut travailler dans le milieu de finance américaine. Oui, Et oui. Alors, c'est un donc, Ukrainien, je vous rappelle. il est né en Ukraine, voilà, c'est ça. Et maintenant, je pose une question. Si tu dis que ce plan-là n'est pas russe, et lui, envoyé spécial de Poutine, qu'est-ce qu'il était allé faire alors? S'il te plaît. Écoutez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le plan tel qu'il est proposé, ça veut dire on fait sortir je veux dire, tous ceux qui sont même accusés de crimes de guerre, d'accord? Donc tous les extrêmes de droite. On ne reconnaît pas la Russie. On paye et on garde une armée très forte de 600 000 hommes, ce qui est énorme, d'accord? C'est un plan qui ne peut que plaire à l'extrême droite de Zelensky. Ils n'auront pas une deuxième chance comme ça, de dire qu'il est entre les deux. Non, là, le plan qu'il va proposer, il va plaire justement à ceux en Ukraine qui aimeraient bien justement que ce soit comme ça. Ils vont récupérer tous leurs copains sans aucune accusation. Ils vont avoir une grosse armée et en plus, je veux dire, ne reconnaissant pas juridiquement tous ces territoires-là, ça leur donne une possibilité de rester en place. C'est là où c'est intéressant. Ce qu'en leur proposant ce plan-là, qu'ils n'ont que envie d'accepter, de l'autre côté, on dit à l'Europe, vous n'avez pas les avoirs russes, mais en plus, vous allez mettre de votre poche 100 milliards dans l'affaire. Et vous n'allez pas participer à la reconstruction. En revanche, l'Ukraine, il va rentrer en Europe, donc vous allez prendre à votre charge tout le reste. Donc aujourd'hui, on est en train de confronter deux forces en Ukraine. On est en train de confronter tous ceux qui sont en train de dire non mais attends là, c'est un plan en or. Non mais c'est génial, il faut dire oui. Enfin, je dis les Russes, ils sont en train de se faire avoir. Jamais un plan comme ça ne sera pas accepté. Enfin, je dis c'est inespéré que les Russes acceptent ça. Mais de l'autre côté, on a l'Europe et les Britanniques qui vont s'y opposer. Donc, ça va faire une énorme, comment dire, enfin, je veux dire, ça va faire un bouleversement dans tout ce petit truc. Et forcément, je veux dire, celui qui est le vrai maître dans tout ça,
Je dis, c'est pour ça que ça crée une panique. C'est pour ça que Zelensky, aujourd'hui, il est obligé de mettre à l'ordre tout le monde à l'intérieur, de dire non, 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 ça va pas. Parce que justement, il se retrouve entre ceux qui vont dire, attends, mec, eh oh, on n'aura pas une seconde chance comme ça. Et les autres qui disent, ah non, 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 il ne faut pas qu'on arrête parce que nous, on peut pas accepter un truc comme ça. Donc, c'est là où ça va poser un problème. Et c'est là où ça va être très drôle de voir comment est-ce que ça va, tout ça s'emmêler. Et encore une fois, la Russie aujourd'hui, elle dit, c'est un plan, on peut travailler à partir de là. Ils disent ni oui, ni non. Ils disent, on va travailler là-dessus et il va laisser la sauce se jouer, tout ça, tout seul. Et tous les dossiers vont se ressortir parce que, excusez-moi, je veux dire, c'est vraiment des araignées dans une boîte qui est fermée, tu sais, dans un pot de confiture fermé. Ils vont tous bouffer entre eux et on va juste observer ça, en prenant je sais pas moi, des grains de tournesol et de popcorn. Je dis, s'asseoir bien au chaud et de regarder comment ils vont tous se bouffer, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ce que c'est même pas un plan russe. Ce plan-là, pour la Russie, il est inacceptable. Et pourtant, on les met sur la table. Pourquoi? Parce que ça va provoquer une énorme panique et un gros désordre. C'est là qu'est tout l'intérêt. Alors, à propos du plan russe, oui, J'aimerais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu as déclaré au sujet des Taurus. Hmm. Les Allemands peuvent faire toutes les déclarations qu'ils veulent. Le problème avec les Taurus, comme une bonne partie des armes européennes, ce sont des armes qui utilisent des composantes américaines. sans Si les Américains disent il n'y a rien qui pourrait faire. Il serait juste bon à parler, mais il n'y a rien qui pourrait faire. Or, dans le cas présent, Trump a déjà sa vision des choses, a déjà son orientation des choses. Donc, les Européens peuvent dire, ils peuvent même annoncer qu'on va envoyer 100 rafales en Ukraine, qu'on va envoyer des missiles anti-défense, on va envoyer des Taurus, etc. C'est bien. Si jamais les Américains disent non aux Taurus, ils ne partiront pas. Les Français peuvent parler des Rafales qui utilisent que des composantes européennes et françaises, mais le problème, c'est que ça ne sera pas prêt avant 10 ans. oui, puis Donc, voyons. oui, encore une fois, on est vraiment dans les beaux discours, on est dans les déclarations pour essayer de montrer qu'on fait quelque chose, mais il ne se passe rien. Et c'est pour ça que j'aime toujours répéter que pour moi, quand je vois les réactions de l'Union européenne, j'ai l'impression de relire la fable de La Fontaine au sujet de la mouche et du coche. La mouche va virevolter par-ci, par-là, etc. Mais au final, elle vient dire, payez-moi, mais tu n'as rien fait. Ce n'est pas toi qui as travaillé. Ce sont les chevaux qui ont tiré la calèche. Donc, Oui, J'ai écouté les blogueurs ukrainiens, pro-ukrainiens, je veux dire, totalement, je veux dire, très appliqués je veux dire, très pour la guerre, très les Russes des méchants et tout, de faire donc leur analyse sur les promesses de Macron par rapport donc les avions. Voilà. On dit oui, donc il y a notre chef, on va dire suprême, aller en France, donc signer les accords et tout. Et c'est les Ukrainiens qui disent, je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Macron, il est en train de macroner. Je dis, on a bien inventé ce terme-là, et c'est un terme qui est inventé par les Ukrainiens, macroner. Il dit, il est en train de macroner. Je dis, ce n'est juste je veux dire, l'un et l'autre, ils ont besoin de mettre de poudre de perlimpinpin dans les yeux de tout le monde, et ça ne va pas plus loin, quoi. Les Russes, bon, on va dire qu'ils regardent ça un peu plus sérieusement parce qu'on parle d'un principe toujours que vaut mieux, on va dire, plutôt prendre au sérieux son adversaire ou pas. Mais les Ukrainiens, c'est les Ukrainiens qui se sont carrément payés de la gueule en train de dire, écoutez, les mecs, si on nous aide, si vous voulez vraiment nous aider, vous prenez vos soldats et vous venez sur le front. Là, ce que vous êtes en train de nous proposer dans 10 ans, c'est encore un montage de corruption, c'est rien plus que ça. oui, à ce propos-là, je voudrais vous proposer quelque chose. C'est exactement ce que les pays occidentaux ont dit sur la impossibilité de la victoire de la Russie. Pour eux, si la Russie gagne, garde Donbass et garde la Crimée, c'est la victoire. Et c'est une défaite, en fait, pour tous les efforts que l'Europe
sont faits jusqu'à aujourd'hui. Mais si on regarde toutes les tentatives des signatures d'un accord de paix, chaque fois les conditions sont endurcies. Donc en 2022 à Istanbul, la Russie voulait garder la Crimée, mais laisser Donbass en autonomie. Après, évidemment, que la Russie a avancé et la Russie va garder Donbass. Si aujourd'hui, il n'y aura pas un d'accord de paix, je pense que la prochaine fois qu'ils sont autour de la table, ça peut être même plus dur pour l'Ukraine. Donc la question qu'on peut se poser, jusqu'à quand l'Europe va aller pousser l'Ukraine d'aller dans cette guerre? Parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité des terrains. Alors, si je comprends bien, vous dites que plus on... Mais oui, c'est la réalité du terrain. Alors, on va aller jusqu'où? Freddy? Écoute. Vas-y. Je trouve que cet accord est plus que suspect. Et ce qui m'inquiète dans cette affaire-là, bon, les Européens, tout ça, on sait. La bande à Trump, on sait aussi. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont les Russes. Parce qu'il me semble qu'ils jouent aussi un drôle de jeu. Nous sommes dans la propagande de guerre, on le sait. Alors, où est la vérité? Oui. Ça, on le sait. Mais il me semble que les Russes jouent un drôle de jeu aussi là-dedans. C'est pas clair. Il aurait dû être plus franc, plus net pour dire non, c'est de la merde, quoi. Voilà, c'est tout. Non, je sais pas pourquoi ils rentrent quelque part dans le jeu. Et ça me dérange. Voilà. Parce que, en fait, quelque part, j'ai pas trop confiance en Poutine parce que dans sa stratégie à lui, il peut très bien lâcher des morceaux. Hein. Hein, voilà. Tu peux préciser? Rappeler quoi? Morceau. Quel morceau? Ben, il garderait Donbass et le reste, il laisse partir. Ben, lui, il veut garder justement toute la partie russophone. Le reste, il veut pas. La Russie veut pas le reste. Le reste, il voudrait bien que, je veux dire, tout le monde, tous ceux qui veulent s'en occuper, s'en occupent, hein, c'est tout. Mais en revenant de ce que vient de dire la jeune femme, tu vois, à chaque fois, la Russie, elle propose un plan. Et à chaque fois, je veux dire, quand en face, ceux d'en face disent non, on dit, si vous dites non maintenant, ça va être pire. Et l'intérêt du plan aujourd'hui, c'est exactement ce que je dis. Aujourd'hui, le plan est un or pour l'Ukraine. Si aujourd'hui l'Ukraine accepte ce plan-là, il part comme une base, je veux dire, ce sera formidable. Mais ils vont pas le dire parce que les Européens vont les en empêcher. Et c'est là où ça va être dramatique. Parce que une fois qu'ils vont dire non, la Russie elle va dire écoutez, on vous a proposé garder votre armée, on vous a proposé libérer vos prisonniers, on vous a proposé de ne pas, je veux dire, accepter d'une façon juridique ces territoires-là étant partie de la Russie. Maintenant, ces 3 points-là, on ne revient plus, donc ça va être pire. On va reprofiter de cette avancée-là. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'Europe aujourd'hui, elle est, je parle de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne, d'accord, je précise, pas le peuple. Je dis, ils seront totalement ruinés. Tous ces boîtes, je veux dire, toutes ces corporations internationales, je veux dire, multinationales qui sont investies là-dedans, ils vont être ruinés. Et pour justement, pour pousser tout ça à jouer dans cette faveur-là, il faut que l'Union, l'Europe, l'Ukraine, il faut mettre une petite grande selle là-dedans. Et ce plan-là, c'est ce qu'il va faire. En tout cas, c'est ma version. Tatiana, je voudrais te dire une chose là. Tout à l'heure, j'ai bien fait attention à ce que tu as dit que le plan. Hein, ce plan de 28 points, finalement, c'est un plan très vicieux. Hein, parce qu'ils le savent que l'extrême droite en Ukraine, qui va être un peu content, et l'extrême droite de, je ne sais pas où, en Europe, où les Européens ne vont pas être contents. Hein, donc, ils vont s'assassiner entre eux. Hein, s'assassiner sur le papier. Mais c'est vraiment vicieux, c'est malsain. C'est malsain parce que les gens continuent à mourir. On savait que ce plan-là ne veut pas être accepté par la bande de von der Leyen, etc. Et pourquoi on le fait, ce plan? Parce qu'on a proposé un plan avec les mêmes points. Ils sont allés aux États-Unis, on a invité Jules Zelensky, on l'a remis ce point-là. Tous les Européens, alors qu'ils n'étaient même pas invités, ils sont tous arrivés là-bas, ils ont tous fait ce cinéma-là en se mettant tous comme un seul homme de dire on va tous défendre l'Ukraine.
Je dis, on ne peut pas avancer. Donc, pour avancer plus loin et pour justement arrêter que tous ces hommes-là meurent, il faut que l'Union européenne se calme un peu. Et pour le calmer, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de le priver de son fric. Parce qu'il n'y a que le fric. Et quand il va réaliser que tout ça, finalement, ça va lui coûter beaucoup plus cher et qu'il ne va pas pouvoir se refaire, et quand il va voir qu'il ne peut plus bouger, et quand en Ukraine, les gens enfin vont réaliser, je dis, de quel côté l'Europe est réellement, et que les Ukrainiens, pour les Européens, c'est tout comme des Russes, excusez-moi, c'est peut-être des cafards un peu améliorés, mais ça reste quand même que des cafards. Ils sont en train de le projeter, excusez-moi, sur la guerre, à mourir pour leurs valeurs. Les jours où les Ukrainiens le réaliseront, peut-être que ça va bouger. Et là, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de vicieux là-dedans? À un moment donné, il faut que les gens ouvrent les yeux. L'Ukraine et le combat, soi-disant, pour les terres que l'Ukraine ne veut pas vendre. Bien sûr, elle ne peut pas les vendre. Il a déjà tout vendu. Il ne s'appartient même plus. Ils sont en train de mourir pour les choses qui ne leur appartiennent pas et qui ne les concernent pas. Et les gens les envoient sous le front parce qu'ils n'ont pas grand-chose à secouer. Ça reste toujours des Slaves, ça reste toujours ethniquement des Russes. Et personne ne veut les protéger. Le seul monde aujourd'hui qui va se préoccuper de cette population-là, c'est encore des Russes. C'est ça qu'il faut comprendre. On est en train de dire les dictateurs sanguinaires qui vont envahir, etc., qui va les reconstruire, qui va leur donner, excusez-moi, la possibilité de dignement mener leur vie. Qui? C'est pas l'Europe. Non, l'Europe aujourd'hui, elle est en train de les projeter à mourir pour leurs valeurs. Elle paie, elle a acheté l'Ukraine pour pouvoir l'utiliser pour, excusez-moi, pour mener la guerre contre la Russie. C'est ça. Ces gens-là, ils sont en train de mourir. Pourquoi? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Oui, ça veut dire qu'ils sont tous de Boris Johnson. Hein? Oui. Voilà. Oui, ils sont tous à la solde de ceux qui veulent, excusez-moi, de créer un monde merveilleux, mondialiste, dans lequel on sera tous égaux, dans lequel il y aura une répartition de travail par les pays, dans lequel finalement on n'aura plus plus d'ethnie, plus de pays, plus de civilisation, plus de culture, plus rien. Mais Tatiana, et dans ce monde-là, il ne faut pas qu'il y ait un seul pays qui sorte de l'eau. Tatiana, il y a quand même un problème. Ça fait presque 4 ans qu'il y a la guerre. Les gens se battent et ils se battent toujours bien, les Ukrainiens. Et bien sûr. Pourquoi alors? Parce qu'ils comprennent bien quand même les problèmes ils comprennent bien les problèmes de corruption, ils comprennent bien que souvent on se fout de leur gueule, mais n'empêche qu'ils se battent. Oui, ils se battent. Il y en a qui se battent, il y en a qui ne se battent pas. Non, attends, ils se battent. Philippe, oui, je te dis, il y a des gens qui se battent, mais tout le monde ne se bat pas. Il y a les gens, il y a un éveil qui se fait plus en plus grand. Il y avait 30 ans de lavage de cerveau. Il y a toute une génération qui naît avec cette vérité-là. Et à un moment donné, je veux dire, on a fait de l'Ukraine une anti-Russie. Mais il y a plus en plus de gens qui ouvrent les yeux. Il faut du temps pour ça. Il faut aller doucement. Il faut que les gens réalisent. Philippe, il y a plus en plus de gens qui le réalisent. Il y a plus en plus de gens qui le réalisent. En tout cas, il y a une chose qui est beaucoup sûre. d'Ukrainiens qui vivent en Russie aujourd'hui et qui sont en train de, oui, effectivement, dire, oui, aujourd'hui, on réalise à quel point on était manipulé et utilisé. Et il y a plus en plus de gens qui le disent. Je serais de tendance d'accord avec Tatiana dans la mesure où on voit par exemple que la cote de popularité qui était au départ quand la guerre a commencé et ce qu'il y a aujourd'hui, ce n'est plus le même rapport. On voit que au départ, il y avait des gens qui s'engageaient volontairement et aujourd'hui, on est carrément en train de tomber dessus sur les recruteurs. Donc, les gens réalisent qu'ils sont fatigués de cela, ils sont fatigués de perdre des gens de la famille, etc. À un moment, ils se disent, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Donc, à un moment, il faut trouver un compromis quelque part. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, mais si jamais il n'y a plus de vie, il n'y a rien. Parce que pour les Occidentaux en général, ils ne font que suivre c'est que ce monsieur, ce sénateur américain, je crois, Lindsey Graham, qui avait dit jusqu'au dernier Ukrainien. C'est ça. Eux, ils partent avec cette logique-là. L'Union européenne part avec cette logique-là. Les Ukrainiens ne sont que de pions sur un échiquier et eux, ils cherchent à avancer leurs pions. Malheureusement, eux-mêmes,
ils n'ont pas autant de pouvoir qu'ils veulent le faire croire. Parce que les maîtres du jeu sont connus. Ce sont les Américains avec le président Trump et c'est la Russie avec le président Poutine. Tout le reste, c'est des lesbroufs. Oui, mais Michel, je suis d'accord avec toi. Tu dis que les Ukrainiens, ils se révoltent. Mais d'abord, en revenant tout à l'heure, tu as dit que tu as un peu de pitié pour Zelensky. Hein. Écoute, à mon avis, Zelensky, les Européens, ils vont pas le descendre, ni les Américains. Pourquoi? Parce que lui, hein, pendant 3 ans, on l'a dit, c'est Turkine de l'Europe. Hein, et tous les parlementaires français, anglais, belges, tout le monde occidental se sont mis debout pour écouter ce Turkine qui parle. Et maintenant, c'est un symbole comme ça, il ne peut pas le descendre. Il ne peut pas le descendre. Hein? Vont le descendre. Donc, il doit rester jusqu'à la fin. Et peut-être un jour, malheureusement, il aura un accident. Hein? Je ne le souhaite pas, même si je ne l'aime pas, je ne souhaite pas sa mort non plus. Mais bon, donc ce que là, ça coince. Et cette guerre-là, j'en ai vraiment ras-le-bol. Je te comprends et tu as tout à fait raison. Et toute personne censée devrait avoir ras-le-bol de cela. Mais d'un autre côté, j'ai vu par exemple, il fut un temps, désolé de revenir encore sur le Congo-Zaïre, c'est vraiment ce que je connais. On a soutenu, les Américains ont soutenu longtemps le président Mobutu pendant la période de la guerre froide, etc. Puis après, à un moment, quand il n'en avait plus besoin, l'ambassadeur des États-Unis est arrivé pour lui dire, écoute, si jamais tu ne pars pas, tu vas être abattu dans les rues de la capitale. Donc, ce sont des gens qui utilisent des pions pour atteindre leurs objectifs. Et si, à un moment, ils n'ont plus besoin de ce pion-là, ils s'en débarrassent. Ils ont peu d'intérêt pour ce qu'il peut représenter. Ce n'est pas par humanisme qu'ils sont en train de faire. Ils ont leurs propres agendas, ils ont leurs propres pions et ils sont déjà en train de préparer l'après-Zelensky. Les Britanniques ont leurs candidats qui sont en train de préparer et il y a peut-être d'autres candidats qui sont préparés à d'autres niveaux. Mais définitivement, la page de Zelensky va se tourner. C'est pour ça que de plus en plus, il va y avoir toujours des révélations, des situations qui vont sortir de corruption, des méfaits, etc. parce qu'on est en train de le lâcher. Moi, je crois aussi. Zelensky est très bien protégé. Il est protégé par des Britanniques. C'est pas si facile que ça de le tuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si quelqu'un le tuera, ce sera effectivement les Britanniques. Mais ils le tueront au moment où ils verront que effectivement la guerre n'a plus tellement de sens. De trouver un autre type qui est prêt à envahir son peuple, je veux dire, excusez-moi, c'est un vrai massacre, c'est un vrai génocide de peuple ukrainien aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine. De trouver un autre mec qui sera capable de faire ça, je veux dire, ils auront du mal. Zaloujny, d'accord, pourquoi pas, mais Zaloujny, déjà, c'est un Ukrainien ethniquement, et surtout, je veux dire, c'est un patriote. Et je veux dire, Samat va trembler quand il faudra le faire. Donc, on le ressortira quand il faudra, entre guillemets, parler de la paix, pour le remettre en place, pour avoir quand même un homme à soi dedans. Mais tant qu'il y a une guerre, on ne sortira pas Zaloujny. On va garder Zelensky parce qu'il est bien trop utile. Un mec qui a si peu de scrupules, je veux dire, c'est un degré rare. À mon avis, dans le monde, il n'existe que deux. Hein. Je veux dire, lui et son meilleur copain Manu. Hein. Parce que je veux dire, pour autant sacrifier son propre pays, je veux dire, il faut quand même avoir des génies ou des talents. Alors, effectivement, un bon petit, comme on dit, surveillant juste derrière. Hein. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Ouais. Et alors, les sous de l'Union européenne. Moi, j'aime bien Mariani parce que, en fait... C'est fait. On vient de nous apporter l'addition. 140 milliards. Alors, vous allez me dire pourquoi? Eh bien, la semaine dernière, souvenez-vous, j'avais signalé que Mme van der Leyen avait annoncé que le Conseil européen avait décidé de financer l'Ukraine pour 2026 et 2027 et de prendre en charge, parce que ce pays n'a plus de moyens, ses dépenses budgétaires. Et on se demandait combien? Eh bien, une semaine après, on a l'addition 140 milliards. 140 milliards,
Je vous rappelle que la France payant 18% du budget européen, ça représente 25 milliards en 2 ans pour les Français. Oui, vous avez bien entendu, 25 milliards pour vous, pour nous. Et en réalité, quand les chefs d'État ont reçu cette note, Madame von der Leyen montre 3 pistes pour payer ces 140 milliards. D'abord, les dons volontaires. Voilà, tous les États ont le droit de faire des dons. Peut-être que sur votre feuille d'impôt, vous aurez une case donner 1 000 € pour soutenir à l'Ukraine. Pourquoi pas? Après tout, si les gens veulent donner, c'est votre choix. Deuxième piste, c'est l'emprunt. L'emprunt, c'est ce qui a été fait pendant le plan Covid. Vous souvenez-vous, les milliards coulés, attention, à partir de 2028, nous allons devoir les rembourser. Et comme le Sénat français l'a dit, comme la Cour des comptes de l'Union européenne vient de le confirmer, cela va nous coûter beaucoup plus cher que prévu. La France avait touché 40 milliards, on va probablement en rembourser entre 2 et 3 fois plus. Voilà, et puis troisième voie, la confiscation des avoirs russes qui sont gelés, sauf que juridiquement ça ne tienne pas la route, et chacun a compris qu'à la sortie, eh bien, suite aux procès qui suivront, l'Union européenne devra rembourser cette somme, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est vous, c'est nous, et l'euro risque d'en faire les frais. Bref. Et oui. Alors, Et comment comment on va faire? faire? On va faire pour rembourser tout ça? On va supprimer les pensions ou quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoute, 1000 balles par, par contributeur. Ce serait pas mal, ça. Tatiana, t'as mis le mal? Moi, tu sais, à un moment donné, je me dis, ben, ce sera peut-être le prix juste à payer par tous ces gens-là qui sont dès les débuts, mais les petits drapeaux ukrainiens en avant, poussés par des élans émotionnels, en n'ayant absolument pas envie de chercher de comprendre quoi que ce soit. C'est la bêtise, et la bêtise, ça se paye. Je veux dire, ce peuple-là, il était sacrifié. C'est un pays qui était sacrifié par des, excusez-moi, d'un côté, la bêtise et les émotions d'une espèce de je sais pas quoi avec leurs petits trucs là, que, excusez-moi, tout simplement, je veux dire, pas grand-chose à secouer des autres personnes. Voilà. Ils ont toujours l'impression d'être des gentils, des bons et les autres, c'est des méchants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, excusez-moi, on a dû trier ces gens-là. C'est le minimum de choses, c'est de le payer de leur construction et de leur vie. Voilà. Donc, je suis désolée, mais quelque part, c'est vrai, je trouve que c'est un petit peu injuste, mais en même temps, oui, je veux dire, on a poussé ce pays à la haute destruction. On a payé ce pays à la destruction. On a tout fait pour qu'on en arrive là. Peut-être que c'est la juste prix. Voilà. Le drame dans tout ça, c'est que ça pourrait se faire sans qu'on demande aux gens leur avis, sans demander aux gens la possibilité de contribuer volontairement ou quelque chose dans le genre. Ils vont venir, ils vont se servir. Tant pis si ça doit causer du tort à la population. On voit très bien que les intérêts de l'Union européenne n'ont jamais été les intérêts des différents peuples, des nations qui constituent l'Union européenne. Donc, pourquoi ça devrait changer? C'est ce qui va arriver. Ils vont venir, ils vont imposer des structures et des voies et moyens aux différentes nations, et ces nations vont aller piocher dans les fonds de caisse, ils vont aller piocher dans les tirelires des gens, ils vont aller piocher dans les bas de laine, ils vont aller piocher quelque part, et la population sera là à dire mais ils n'ont pas le droit, etc. Ils vont prendre ces droits. C'est ça qui est triste. C'est ça qui me désole pour l'Union européenne et spécifiquement pour les nations qui sont dans l'Union européenne. Oui, l'Union européenne n'est pas intéressée au bien-être des citoyens des pays qui en font membre. Mais dis-moi, Michel, au Canada, est-ce qu'on aide beaucoup l'Ukraine au niveau Encore une financier? fois, le Canada aide puisque le Canada fait partie de l'OTAN. Oui, enfin, ils apportent une contribution. À la guerre. C'est une contribution à la guerre. Exactement. Mais la particularité qu'il y a avec le Canada,
même si jamais il y a quelqu'un qui m'avait repris en disant dans les commentaires, je lis souvent les commentaires, et dans les commentaires qui m'avaient repris, mais non, c'est pas vrai, il y a des gros budgets qui sont prévus, mais ce sont des budgets qui s'étalent sur une période de 5 ans. Ce qui fait que par rapport à ce qui a déjà été fait jusque-là, les Canadiens sont des petits poussés en termes de ceux qui sont en train de contribuer pour l'Ukraine. Et c'est là que se trouvent maintenant toutes les situations qui se rapportent à la position canadienne. Les Canadiens vont participer, mais à mon avis, d'après ce que moi je remarque, quand je compare la participation canadienne à la participation de l'Union européenne ou bien des États-Unis ou même des nations comme l'Allemagne, la Pologne, etc., on est des petits poussés. D'accord. Tu Fred, sais, tu voulais dire quelque chose? je voulais juste rajouter, tu vois, l'argent qu'on veut recueillir pour l'Ukraine, ce sera pour la population ou pour la reconstruction de ce pays, pour remettre la paix, on va dire, en place. Je veux dire, moi, ça me paraîtrait tout à fait normal. Mais le fait que cet argent-là, ce ne sera pas pour la paix, ni pour la reconstruction, ce sera pour encore une fois continuer de mener cette guerre. C'est encore pour payer la destruction, le massacre de ces gens-là, de mener une politique qui est extrêmement, je veux dire, néfaste à ce pays et néfaste à l'Europe, parce que l'Europe est en train de s'emmêler là-dedans pour les intérêts, excusez-moi, juste des gens qui possèdent le pognon. C'est que ça. C'est ça qui est dingue. Et les gens qui possèdent le pognon, ils pourraient payer tout ça. Ah non, 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 non. Ils vont mener une guerre, mais pas avec le pognon, eux. C'est ça qui est dingue. Enfin. Freddy? Mais on verra. Parce que l'image qu'on nous donne est noire. Mais on verra parce que lundi, mardi, mercredi, en Belgique, c'est 3 jours de grève. Et mercredi, c'est une grève générale. Il y a une prise de conscience qui se fait en Belgique, qui est pourtant un des noyaux de l'Union européenne, qui est en train de se réveiller. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, von der Leyen et sa bande, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, hein, parce qu'ils sont en train de transformer l'Union européenne en dictature ouverte. Hein. Une dictature. Hein. Et le problème, c'est quoi? C'est que, je prends sur la Belgique, c'est que à l'intérieur du pays, les grands syndicats, ils bouffent de l'Europe tous les jours matin. Hein. Tous les jours, ils mangent de l'Europe. Hein. Ils ne combattent pas l'Union européenne. Hein. Ils parlent de tout sauf de ça. Or, l'Union européenne se transforme à la vitesse grand V en un truc, je veux dire, entre guillemets, diabolique. Hein. Von der Leyen devient une dictatrice en chef. Hein. Alors, les fonds... Excuse-moi, juste préciser quelque chose. Pour moi, quand je vois l'Union européenne, l'expression qui me vient en tête, c'est les moutons de Panurge. Donc, il suffit qu'un premier groupe arrive, il boit à la rivière, et dès qu'il part, le deuxième groupe, parce que le premier groupe est parti, vont les suivre sans boire. Et c'est ce qui se passe présentement à l'Union européenne. Il y a des gens qui tirent des bénéfices par-ci, par-là. On voit le dossier de Mme von der Leyen avec les accords pour le vaccin, où on a perdu les courriels, etc. et tout ça. On voit les différentes corruptions qui se passent à différentes échelles. Mais ce sont ces personnes-là qui, après avoir bu, prennent une autre direction et tout le reste suivent la direction sans nécessairement avoir eu à bénéficier de quelque chose. C'est vraiment l'image que moi j'ai personnellement quand on parle de l'Union européenne. Ah ouais, l'Union européenne a été tachée de divers scandales, le Qatargate, le je ne sais quoi, enfin bon, il y en a eu, et ça continue. Enfin, et von der Leyen est toujours là. Oui. Ah, bah oui, bah oui. La corruption, je veux dire, la corruption, c'est chez les autres. En Europe, c'est pas une corruption. En Europe, c'est... Non, en Europe, c'est la motivation. Ah, c'est ça, c'est la motivation. Oui, j'ai cherché le mot. Oui, Bravo. très motivé, hein.
Oui. En tout cas, en parlant de motivation, j'ai appris d'une source à laquelle je fais suffisamment de confiance, enfin, je veux dire, quelqu'un d'assez proche on va dire, des autorités russes, dire que Poutine a signé, Poutine, hein, pas le Parlement, pas je veux dire, les autorités, non, que Poutine a signé une suspension de vente de plutonium aux Américains. Voilà. En sachant que 50% de toute leur énergie marche dessus, c'est peut-être aussi un point qui pourra les motiver. Parce que, je veux dire, eux, ils nous motivent beaucoup en mettant plein de sanctions. Et le jour où ils disent, tiens, ben, on n'a plus tellement d'imagination, quelles sanctions on peut encore utiliser? Les Russes, ils ont dit, tiens, et si on suspend la vente de plutonium? Juste pour voir ce que ça va donner. Peut-être qu'effectivement, le plan qui nous est mis sur la table, certains points, on pourrait les revoir sur cet, on va dire, aspect-là. Oui. Motivation. Mais alors, Tatiana, pour revenir à la Russie et aux agressions russes en Europe, elles sont nombreuses quand même. Ah, il y a C'est-à-dire, je des ne sais pas, c'est graffitis, quoi les dernières en date? des graffitis, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Les Oh, oui, hackers, moi, les j'espère au moins, drones, je ne sais j'espère au pas. moins Enfin, elles sont russes, les graffitis, hein. hein. J'espère au moins elles sont russes, les graffitis. Moi, je pose une question. Comment les Russes peuvent faire des graffitis en Europe alors qu'on les délivre plus la visa Schengen? Ben, je dirais presque plus de Russes en Europe. Comment on fait? Hein? Non, cette fois-ci, c'était des Bulgares ou des Serbes, je ne me rappelle plus, mais enfin bon, c'est Oui. quelque chose comme Oh, ben, ça. des Enfin, pro-russes, en tout cas, oui, sûrement. ouais, Ouais, c'est ouais. des pro-russes. Non, D'ailleurs, mais tu sais que si le pétale fonctionne très mal en France, c'est la faute à Russes, hein. Mais ça, on le je vous, sait, hein. je vous propose quelque chose, vous allez voir. Moi, j'ai trouvé ça assez marrant. Même. Et je pense qu'il faut avoir conscience effectivement que nous faisons face à ce qu'on appelle des actions hybrides. Alors, C'est-à-dire? j'aimais bien une remarque du ministre de la Défense néerlandais qui avait dit quand on parle d'une Ah, voiture hybride, on parle d'une voiture. Mhm. Quand on parle de la guerre hybride, on parle d'actions qui sont Mhm. sous le seuil de la guerre, mais qui sont des actions qui existent véritablement. Vous allez en Baltique. En Baltique, il y a des câbles Internet qui sont arrachés. C'est ça. Étonnamment, des bateaux qui laissent traîner leur ancre pendant 100 nautiques et qui arrachent des câbles. Et on dit que c'est pas volontaire. Non, Mhm. évidemment, c'est volontaire. On a Nord Stream, le pipeline qui a été coupé en mer Baltique. Mhm. Comment? Nord Stream? Alors là, écoutez, mais quand même, c'est incroyable, hein. Ils remettent Nord Stream sur le... C'est quand même incroyable. Et là, c'était aujourd'hui, hein. j'en ai entendu un qui a même expliqué que la Russie, donc, dans son mouvement d'agression de tout le monde, donc, a agressé, a attaqué la Géorgie en 2008. Et c'est quand même le commandant en chef des armées, je veux dire, françaises, qui a dit ça. Alors que c'est, comment dire, c'est un mensonge, enfin, je veux dire, énorme. Ouais, Et il un le peu dit évident, comme oui. ça. Je veux dire, c'est ça, je veux dire, la population aujourd'hui, écoute, je comprends les émotions et tout le reste, mais enfin, d'être en culte, je veux dire, et d'être suffisamment, je veux dire, ignare pour ne pas soir même des trucs aussi simples, pour que les gens vous disent en face des mensonges aussi énormes, et personne ne réagit, parce que plus personne ne connaît quoi que ce soit, tu dis, là, c'est quand même grave, quoi. Ah ouais, c'est carrément grave. Mais c'est très, très... Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça vraiment incroyable. Ben, tu sais, il y a une citation de Audiard dans, je crois, Le Tonton Flingueur, où il disait qu'il y a une catégorie de personnes qui se permettent tout et et c'est à cela qu'on les reconnaît. Mm. Ouais. Tout à fait. Mais alors, pour parler de notre grand chef militaire qui s'est exprimé à la réunion des maires de France, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quand même. Écoute, c'est très intéressant que ces messieurs proposent de déployer l'armée sur le territoire français un peu partout, en expliquant que c'est pour lutter contre les méchants russes. Moi, je me demande si c'est vraiment contre les méchants russes qu'on va déployer l'armée un peu partout en France.
en sachant qu'on n'a plus d'argent, on n'a plus de travail et on n'a plus de quoi verser quoi que ce soit comme pension très prochainement. Les gens qui auront faim, peut-être ils ont une tendance de, on va dire, un petit peu, enfin, je veux dire, faire des vagues. Hein. Donc, je me demande vraiment, hein, parce que je veux dire, on s'adresse au maire de France en train de dire, il faut mettre à la disposition, hein, dans les petits villages, dans les petites villes, de quoi déployer l'armée française, pardon, pas l'armée française, l'armée, parce qu'on n'est même pas sûr, comme je le dis, que ce sera des Français, parce que l'armée européenne, elle applique qu'on peut engager les mercenaires. Hein. Donc, dédéployer, on va dire, des armées un petit peu partout sur le territoire, les Russes, ils ont un bon dos là-dedans. Mais moi, je veux dire, à place de tous les gens dans les petits villages, je commencerai sacrément à me méfier, hein, parce que là, ça sent un peu pas très bon. Voilà. Dis donc, Michel, du Canada, qu'est-ce qu'on a... Bon, tu as entendu la déclaration du général Général, Oui. général Ouais, d'armée, ouais. oui, j'ai suivi. Qu'est-ce qu'on peut penser au Canada de ça? Bon, les Canadiens en général, quand on regarde dans la presse, ils sont justement en train de dire que les Français sont en train de préparer la population pour rester dans le narratif qui est présenté par le président Macron, où on fait croire aux Français que, étrangement, durant la nuit, il y a quelques génies qui sont venus déterrer la France et aller le coller contre la Russie d'une manière particulière, ce qui fait que l'ennemi est juste à la portée et qu'il pourrait faire certaines choses. Moi, je dirais que toutes les personnes qui veulent envoyer nos enfants aller combattre les Russes devraient commencer par envoyer leurs propres enfants. Le chef d'État en question, il est marié, il a 3 enfants. Quand il a fait cette déclaration, je suis allé un peu vérifier. C'est un monsieur de 56 ans. Je pars du principe que si jamais il serait peut-être marié à 25 ans ou quelque chose dans le genre, les enfants doivent être dans le début de la trentaine ou encore dans la vingtaine. Ce seraient des personnes qui seraient vraiment dans la fourche des personnes éligibles. Tous ces députés qui veulent qu'on aille combattre la Russie devraient prêcher par l'exemple en allant eux-mêmes pour que si jamais ils sont vraiment convaincus de la chose, qu'ils aillent se présenter eux-mêmes pour donner l'exemple. Ce qui sait, ça va peut-être inspirer les gens à pouvoir participer à cela. Non, ils sont juste en train de préparer les gens. Encore une fois, c'est toujours cette même politique où on essaye d'agiter la peur et que c'est quand une population a peur, elle est beaucoup plus facile à contrôler ou lorsqu'on se présente comme étant le sauveur, etc., c'est très fédérateur. Moi, je me souviens, par exemple, quand il y a eu les attentats des doubles tours, Ouais. avant cela, le président Bush n'était pas vraiment populaire, mais dès qu'il y a eu une situation où les gens ont eu peur, c'était très fédérateur et tout le monde, la cote du président a tout à fait grimpé, alors que quelques semaines avant, on était même en train de contester certains de ces résultats dans certains coins. Donc, cette politique a toujours marché et c'est cette politique qu'on essaiera toujours de présenter. Faire peur aux gens, les gens vont finir par chercher un sauveur. Et comme on a des personnes qui se présentent comme étant les messies, les sauveurs, ben, tout le monde va aller sous leur juridiction. En tout cas, c'est ça le plan au départ. Et d'ailleurs, moi, j'ai retenu une déclaration de Ségolène Royal, je l'ai trouvée assez géniale. Oui. Elle disait tout simplement, mais en plus, si on déclare la guerre, mais il n'y aura pas de présidentielle. Ah bah, dites-moi, il a un enfant, ce monsieur-là, quelqu'un le sait? Le monsieur là, le monsieur là, je veux dire. Hein. C'est Matt. Ouais, Michel d'état-major? Oui, il a des enfants? 3. 3? 3 enfants. Marié et père de 3 enfants. Non, mais Et attendez, il a des petits-enfants?
Macron n'en a pas, lui. Oui, bien sûr. Non, mais Macron, c'est le sauveur. C'est normal. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui va tous nous sauver. Le chef d'état-major, moi j'ai suivi un peu les déclarations, les reportages de Monsieur Sylvain Ferreira, que j'aime bien suivre sur Veille stratégique, C'est où vrai. il est en train d'expliquer que, bon, c'est un monsieur qui a été rapidement promu. Avant d'être là où il est, c'était le chef d'état-major personnel du président. Donc, on aurait fait monter la personne exprès parce que la personne suivait ce que le maître disait. Donc, c'est normal qu'il puisse reproduire le narratif, le discours du président. Tu sais, euh, il y a, il y a 25 ans de cela, il y a un groupe de colonels, on dit une petite bande de copains, enfin, on dit une bande de colonels de Saint-Pétersbourg, a réalisé que si c'était pas là le moment de sauver le pays, ça ne le sera jamais. L'un de ces colonels était Monsieur Poutine. Et tu vois ce qui était intéressant, on parle d'une bande de colonels. On dit, oui, c'est les colonels finalement qui sont là parfois au moment le plus difficile pour sauver le pays. Et quand tu regardes bien les gens aujourd'hui qui s'opposent à tout ça, c'est souvent les colonels. Dans le sens que, tu vois, il faut être suffisamment, on va dire, vaillant et intelligent pour arriver au grade de colonel, mais pas suffisamment, on va dire, lâche, pas suffisamment carriériste pour arriver au général dans ce genre de situation. Et c'est vrai, quand je l'ai regardé, ce monsieur parler, je me suis posé cette question-là en disant, toi, t'es pas allure de colonel, hein, toi, je veux dire. On sent bien que c'est pas vraiment sur toi qu'il faut compter pour sauver le pays. Voilà. J'ai fait plus confiance au colonel, moi, maintenant. Si tu suis les informations sur le site de l'armée française, c'est là où tu vois toutes ces informations au sujet de sa famille, au sujet de sa progression, etc. Et ça ne me surprend pas. Voilà. En revanche, il y a colonel Galacteros, il y a colonel Jacques Bod, il y a plein d'autres colonels comme ça, si on cherche bien. Et les gens qui osent à vraiment, on va dire, poser les vraies questions, c'est toujours des colonels. Et d'ailleurs, dans les pays AES, en Afrique, c'est les colonels qui, on va dire, enfin, à part à part le Burkina Faso, mais sinon, c'est quand même les militaires et pas les plus haut placés qui prennent le pouvoir pour tout simplement sauver leur pays. Donc, je reviens toujours sur le sujet qu'on abordait la dernière fois en disant que dans pareille situation, je fais plutôt confiance aux militaires. Donc, la mission première, c'est de défendre leur pays aussi bien de l'agression extérieure que l'intérieure. Bon, tu sais, les coups d'État, Tatiana, les coups d'État ne sont pas toujours faits comme ça. Non. Pas toujours. Pas toujours. Je crois pas. Pas toujours, mais ça dépend par qui ils sont faits et je veux dire, je te dis encore une fois, il y a les coups d'État qui sont aménagés, propulsés par l'extérieur et il y a des coups d'État qui viennent de l'intérieur et c'est cela, souvent, ils viennent de vrais militaires qui ont réellement... Tu veux dire qu'il y a des coups d'État aménagés par le KGB, il y a des coups d'État aménagés par la CIA et puis il y a des coups d'État normaux? Oui, bien sûr. Il y a des coups d'État, je veux dire, aménagés par quelque chose. Non, Tatiana, oui. Tatiana, je ne suis pas pour le coup d'État. Hein. Non, mais j'ai déjà lu. Je parle pas d'un coup d'État. C'est pas en bon terme. Mais je dis, à un moment donné, tu es obligé de. Je dis, à un moment donné, quand le pouvoir est tellement enlisé là-dedans et que c'est impossible à faire que ce soit, à un moment donné, il faut faire un plan B. Je comprends ton point de vue, mais écoute, les colonels, on en connaît un qui a NCI, le monsieur Goya, qui dit que des bêtises. Hein. Je dis des colonels. Ce genre de colonel, tu sais, il y a nombreux en France. Hein. Et puis, je voudrais vous dire une chose. Tout à l'heure, on a parlé de drapeau ukrainien. Et j'ai entendu parler qu'il y a dans plusieurs communes qu'ils ont décroché le drapeau.
en France. Ah bon? Ça, c'est une recherche à regarder, hein, à faire. Ça, donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit que les gens se rendent compte, hein, que aider l'Ukraine, c'est bien, mais finalement, comme M. Orban, j'ai entendu M. Orban qui a dit sur ça, parce qu'il a reçu une lettre de la part de von der Leyen demander l'argent. Et il a lu cette lettre-là à la télé devant son peuple. Moi, je trouve que c'est un geste démocratique. Et il a dit que aider l'Ukraine, c'est comme si on veut sauver un alcoolique, et on lui livrait quelques caisses de vodka. J'ai entendu ça. C'est Ouais, exact. quelque chose comme ça. Et puis tout à l'heure, Philippe a posé question sur le monsieur chef d'état-major des armées. Je crois que ce mec-là, c'est le troisième état-major que Macron a embauché depuis 2 ans. Parce qu'au Ouais. début, il y avait un monsieur De Villiers, il me semblait. Enfin, Ensuite, il a licencié. Il y avait un autre qui est venu qui disait les Russes vont nous attaquer dans 3 ans. À peine 2 semaines plus tard, il est remplacé par ce monsieur. Et alors, ce monsieur, je crois qu'il s'est envoyé par Macron pour dire des choses effrayantes. Et si par hasard, vous n'avez pas regardé, Macron, il est en Afrique, ou c'est pas où là. Hein, Oui, en hein? Afrique. Oui, il a dit ça exactement comme l'autre n'est pas là. Hein. Donc, comment ça se fait ça? Il est lâche. Il veut pas dire ça au peuple. Il a envoyé un type, hein, on ne sait pas pour combien il est payé pour dire des choses effrayantes comme ça. Eh ben, c'est un tollé, hein, ça, je peux vous dire que tout le monde en parle. Hein. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que là, justement, on voit l'opposition du peuple français à la guerre. Alors là, ça a été un vrai tollé. On n'a pas eu le temps pour le préparer, ce pauvre petit peuple. Hein? Il aura fallu attendre au moins 2, 3 ans. Les Russes, ils vont trop vite, beaucoup trop vite. Cette guerre, elle sera finie. On n'aura même pas eu le temps d'aller sur le front. Dingue. Hein. Ça, c'est comme les Rafales, hein, ils n'arriveront jamais. Mais on développera le budget. Paris, voilà. C'est comme les petits livrets pour lesquels, je rappelle toujours, on a développé le budget. On n'a jamais eu les petits. Les livrets, ça y est, ils sont livrés alors. Ils sont livrés? Oui, enfin, il paraît qu'aujourd'hui, ils sont envoyés ou en tout cas, ils sont récupérables sur le web. Attends. Ils sont récupérables sur le web ou ils sont envoyés? C'est pas les mêmes budgets, excusez-moi. C'est pas le même budget, je suis d'accord. Hein? Moi, je me méfie de tout ça. Hein. Moi, je veux dire, on développe un budget et après on réfléchit. Hein. Tu sais, Michel, on voit des changements, des changements de tonalité, même au niveau des chaînes françaises qui étaient à 200% pour l'Ukraine. Moi, je vois de temps en temps. Moi, j'aime bien suivre Monsieur Pascal Praud pour voir un peu comment il est en train d'essayer parfois de justifier certaines choses qui ne sont pas justifiables. Mais je vois que des discours commencent à changer, des tendances commencent à changer. Le vent est en train de tourner, les gens sont en train de voir cela. Et en plus de cela, on vient leur dire, écoutez, il faudra songer envoyer des gens là-bas. Déjà, quand le général a parlé d'envoyer nos enfants, ça a été la tollée. Tout le monde disait, mon enfant, je ne vais pas l'envoyer, mes petits-enfants, je ne vais pas les envoyer. C'est comme ça qu'ils ont essayé d'apporter une nuance en disant, non, ce n'est pas vraiment les enfants eux-mêmes, mais c'est comme dans l'hymne français, allons enfants de la patrie, c'est vraiment les citoyens, les Français ça va être des soldats qui vont aller, mais ça ne règle pas le problème. Même les soldats n'ont pas de raison d'aller là-bas parce que la Russie et la France ne sont pas en guerre officiellement, à moins que j'ai manqué le mémo qu'il annonçait. Et donc, il n'y a pas de raison que l'armée française soit directement en confrontation avec les Russes. C'est là où on tombe encore sur ce narratif où on essaie de faire peur aux gens. Oui, et puis Michel, il y a un autre truc, c'est que si la France était en guerre avec la Russie, ce ne serait pas avec des fantassins. On est tous les deux des puissances nucléaires. Je pense que ça passerait avant tout là-dessus. Ça sera vraiment extrême. Je ne pense pas que la France va aller là.
Je ne pense La vraiment France, peut-être pas. Mais Macron, c'est possible. Hein. non, mais même Macron, je pense que même si jamais il a envoyé cette instruction-là, les personnes qui doivent obéir vont se rebeller. Parce que ce sont des personnes qui sont très conscientes de ce que pourraient être les conséquences d'un tel acte. Je l'espère, je l'espère, je l'espère. Oui, mais Michel, il y a des Français en Ukraine. Il y a des Français qui se battent en Ukraine. Non, mais Ils sont d'accord, là il y a depuis longtemps, depuis le début. Oui, mais maintenant, j'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou c'est des fakes, mais apparemment, Monsieur Lecornu, dans le gouvernement français, qui a décidé d'envoyer le soldat, mais c'est pas des mercenaires, mais c'est des conseillers, c'est des techniques, c'est pas quoi, mais en tout cas, c'est des Français. Bon, Non, ça, il y en a dès le début. Hein. non, mais C'est pour ça ça, que c'est les le début. Russes bombardent les endroits où ils sont et même si officiellement on ne le dit pas, mais on finit par apprendre que il y a des lieux où les Russes ont envoyé des missiles, ça a tué plusieurs personnes et tout à coup, au niveau des annonces de décès, des avis de décès, on apprend que tel a eu un accident de montagne, tel est Un accident tombé de la d'hélicoptère. cheminée, etc. Dans les écoutes, tu sais, parce qu'ils se parlent entre les radios, tout ça, tu sais, ils passent des messages, des ordres et tout. Les Russes disent, on entend beaucoup la langue anglaise, on entend beaucoup la langue polonaise, on entend aussi beaucoup la langue française. Donc, enfin, voilà. C'est peut-être, on va dire, on ne sait pas quoi, mais bon, la langue Mais d'accord, française. mais bon, il y a des mercenaires à l'évidence, il y a des forces spéciales à l'évidence, mais ça, les forces spéciales, elles sont partout. Donc, qu'elles soient en Ukraine, en Syrie ou je ne sais où, ça, de toute façon, c'est des gens qui sont de toute Les façon forces spéciales passent, c'est dans toujours tous les les gens qui conflits, meurent. dans tous les conflits, Pour même des raisons. comment? Non, mais Je veux dire, que ce soit les forces spéciales ou pas, c'est toujours les Français qui meurent pour les raisons, finalement, pour lesquelles ils ne doivent pas mourir. les, for- Ils ne défendent pas la France. les gens dont je te parle, Tatiana, c'est des Oui, gens oui, qui j'ai font du compris. renseignement. C'est pas des gens qui ont des armes, les armes à la main. Ils font du renseignement, ils sont envoyés, c'est leur boulot. Bon, ils font du renseignement dans le monde entier. Bon, voilà, ça c'est autre chose. Mais en effet, il y a des mercenaires, et puis il y a des gens qui sont peut-être détachés de l'armée française et qui se transforment en mercenaires. Oui, peut-être. Mais enfin, bon. Mais ça, bon, C'est que c'est techniquement parlant, que ce soit les gens qui font leurs calculs derrière, on va dire, en envoyant les missiles qui tuent quand même la population, ou que ce soit les gens qui se battent avec l'arme à la main, et finalement, ça fait ni chaud ni froid. Hein. Je veux dire, les gens meurent quand même, hein, et c'est quand même toujours, je veux dire, une guerre. Même si tu le fais derrière ton ordinateur, je veux dire, avec une chemise blanche, c'est toujours une guerre. Et c'est toujours les gens qui tuent les autres. oui, d'accord. Euh, Quelqu'un avait quelque chose à dire là-dessus encore? Non? Bien. Alors, moi, j'ai vu que la Russie critiquait. Voilà. 80 ans ont passé, et le Japon refuse toujours de reconnaître les résultats de la Seconde Guerre mondiale, tels qu'ils sont consacrés par le droit international. Un certain nombre de pays utilisent Taïwan comme un instrument de pression et de confinement géopolitique de la République populaire de Chine. La position de la Russie sur la question taïwanaise est bien connue et n'a pas changé. Elle a été réaffirmée à plusieurs reprises au plus haut niveau. Pour notre part, je me ferai un plaisir de la réitérer. La Russie reconnaît que Taïwan fait partie intégrante de la Chine et s'oppose à toute forme d'indépendance de l'île. La question taïwanaise relève des affaires intérieures de la Chine, qui a toutes les raisons légitimes de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Oui, la position de la Russie par rapport à Taïwan, bon, bah, c'est un bonjour à M. Xi, quoi. Normal, les alliés se soutiennent. Oui, oui. Mais alors, C'est marrant que ça, les gens, quand la Russie ou quand, enfin, je veux dire, on fait une quelconque critique sur les affaires internes françaises, en parlant des îles, je sais pas, comme
Calédonie et autres. Dans ce coup, la France, elle pose, comment dire, son petit point sur la table en disant on n'a pas, je veux dire, à faire un quelconque, on n'a pas à s'autoriser de porter un quelconque jugement sur les affaires internes de la France. En revanche, quand il faut, on va dire, se prononcer sur les affaires internes de tous les autres, là, il ne se gêne absolument pas. Ça ne s'applique pas à eux. Non, 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 non. Ça pose pas de problème. Je veux dire, c'est les porteurs de la vérité ultime et des valeurs universelles. Ils ont la carte de Monopoly de sortie de prison. Ils ont la carte de Monopoly, on est les seuls à avoir raison. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la position de Taïwan? Alors, est-ce que c'est un pays, est-ce qu'on doit garder ce pays libre, entre guillemets, ou est-ce qu'il doit revenir à la Chine? Tout le monde reconnaît que Taïwan fait partie de la Chine. Que ce Oui. soit les Américains eux-mêmes, que ce soit les Russes, que ce soit les autres nations. Je pense que même au niveau de la France, c'est pareil. Tout le monde reconnaît que Taïwan fait partie de la Chine. Ma crainte à moi, c'est que on veuille faire de Taïwan le prochain Ukraine. C'est ça ma seule crainte, mais les Chinois ne vont pas se laisser faire par rapport à cela et il y aura toujours ces intimidations de part et d'autre, mais juridiquement parlant, politiquement parlant, toutes les nations reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine et donc les questions qui peuvent se rapporter à Taïwan seraient de la politique interne où les autres nations n'auraient pas à s'impliquer. Oui, enfin, quand même, Taïwan, c'est Chang. Bon, ils n'étaient pas très copains, Mao Tse-tung et Chang, c'est le cas de le dire. Est-ce que ça changerait quelque chose? Je vous dis, techniquement parlant, on va prendre Thaïlande, Taïwan, on va l'enlever et on va le placer quelque part au plein milieu de la Chine? Et ça restera toujours là où il est. Je veux dire, techniquement, ça va changer quoi? Techniquement, c'est un régime qui changerait. D'accord, mais enfin, tout le monde reconnaît que c'est un territoire chinois. Et je veux dire, la Chine, a priori, aujourd'hui, elle ne prétend pas sur autre chose. Elle veut juste pas qu'il y ait un changement. Je veux dire, la Chine ne se prépare pas à l'envahir, je veux dire, cette île-là, jusqu'à dernière nouvelle. Donc, si veut faire exactement le même coup qu'à Hong Kong, c'est-à-dire qu'il veut reprendre Taïwan. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je pose la question techniquement. Je veux dire, pour les habitants, ça va changer quoi? Ah ben, Taïwan, c'est un État à part pour l'instant. Et un État qui est rattaché à la Chine. Un État qui est reconnu par tout le monde, je veux dire, en tant qu'un État chinois. Enfin, je veux dire, un État à part, c'est reconnu par qui que c'est un État à part? Il y a un président de Taïwan, tu vois, Et on dit toujours, parce que tout le monde reconnaît que c'est la Chine et il y a un président. Il y a quand même un peu une logique qui manque là-dedans, non? Oui, oui, Tatiana, tu as raison. Oui. Le Taïwan n'est pas reconnu comme un pays indépendant par beaucoup de pays. Il y a une dizaine de pays seulement qui ont reconnu le Taïwan. Et nous sommes 192 pays. Et première chose, deuxième chose, je pense que Jinping, il est très intelligent et très vicieux, ce monsieur. Parce que là, en Europe et en Amérique, on s'agite. Et puis, on fait des histoires grandioses, libération de Taïwan, il ne faut pas laisser faire Jinping, et on parle de ça, etc. Écoutez, moi, je pense que la Chine va encaisser le Taïwan sans verser un coup de sang. Et ils sont très patients. Ils sont très patients. Donc, Taïwan, c'est comme une marionnette pour faire le théâtre, c'est pour faire augmenter la position des États-Unis, pour dire que oui, l'Europe, droits de l'homme, etc., etc. C'est juste pour faire le jeu, pour que les gens s'ennuient moins. Oui. Mais la Chine va encaisser le Taïwan. Silence. Et très prochainement, je peux vous le dire, dans 5 ans, même pas. Alors, il y a un truc quand même, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est que les États-Unis
sont de moins en moins pour que Taïwan continue à être indépendante. Voilà. Alors que le Japon, lui, va dans le sens inverse. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que le Japon, d'un seul coup, se retrouve nationaliste, etc., etc. D'ailleurs, un nationalisme qui ressemble beaucoup d'un nationalisme japonais d'il y a 80 ans. Et ils font de la surenchère sur Taïwan, les Japonais. Alors que justement, Trump, il est en train de reculer et de se dire, ah, finalement, s'ils veulent bouffer Taïwan, moi, tant que je peux faire du business. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la position du Japon. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Philippe, vous avez raison, Philippe. Le gros problème pour la Chine, c'est pas le Taïwan, c'est le Japon. Hein? Oui. Et historiquement, c'est toujours un problème avec le Japon. Hein? Parce que, voilà, donc le Japon avait une histoire sanglante avec la Chine. Et le peuple-là ne le supporte pas. Ne le supporte pas parce que c'est une concurrence régionale et même mondiale. Mais si j'ai un conseil à donner aux Japonais, il vaut mieux s'entendre avec la Chine que de s'agiter comme ça. Parce que la dame, la première ministre actuelle au Japon, elle est un peu trop nationaliste. Et, Très nationaliste. voilà, donc elle a déclaré des choses inadmissibles. Hein. Et après, un diplomate chinois qui a déclaré aussi une chose qui est assez moche sur cette dame. Et ça, j'ai entendu parler il y a à peu près une dizaine de jours. Donc, le Japon, c'est un gros problème pour la Chine, c'est pas le Taïwan. Hein. Le Taïwan, je vous répète, ils vont encaisser le Taïwan, ils vont ramener au bercail ici 5 ans et sans verser goutte de sang. Mais alors, Ti, pour aller dans ton sens, Taïwan, enfin plutôt le Japon actuellement se réarme. Alors qu'il y a encore quelques années, ils n'avaient pas le droit de se réarmer. Et ils commencent à se réarmer. Oui. Ah, ah oui. Et la petite fille d'un nazi, aujourd'hui, comment dire, elle a l'ONU à tenir le crachoir. Génial. Oui. Enfin. Mais Philippe, le Japon ne serait pas en mesure de combattre la Chine. Ne sera jamais en mesure de combattre la Chine. Mais d'accord, mais même le Japon, regardez, en 1945, ils ont fait du mal aux Français en Indochine. Vous vous rappelez? Hein? Le coup de Fox, 9 mars 1945. Hein? Hein? Le Japon, moi j'aime bien le Japon. Hein? Moi j'admire le Japon. Le Japon, c'est un mythe pour les Européens. Hein? C'est un mythe. C'est toujours un mythe. Mais le Japon ne serait pas en mesure de combattre la Chine. Non, jamais. Non, mais bien jamais. entendu, je suis d'accord avec toi, Ti. Mais le problème, c'est qu'il y a une alliance entre les États-Unis et le Japon. Et donc, le Japon peut entraîner peut-être les États-Unis dans une confrontation. Oui, c'est une supposition, oui. Les États-Unis qui vont entraîner le Japon dans une confrontation. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Hein. Je ne crois pas que Trump ait envie d'avoir une confrontation avec la Chine. Non, mais c'est pour ça que je dis il va envahir les Japonais, comme on a envahi l'Ukraine contre les Russes. Oui, aucun pays Asie ne veut une confrontation contre la Chine, même le Vietnam. Hein? D'accord, il faut vivre intelligent avec un voisin encombrant, c'est tout. Hein? C'est leçon à donner à Zelensky et compagnie. Pourtant, vous avez l'habitude des confrontations avec la Chine, vous. Qui? Les Vietnamiens. Les Vietnamiens, ils n'aiment pas la Chine. Il y a 9 sur 10 qui n'aiment pas la Chine. Hein? Même 9,9 sur 10. Hein? J'aime te l'entendre dire. Oui, on n'aime pas la Chine, mais on ne va pas déménager. Mais il y a une haine entre les Vietnamiens et les Chinois, mais c'est l'horreur. Non, c'est une haine et un petit peu d'amour quand même. Oui, parce qu'on est un peu d'origine chinoise, un petit peu. Hein. Oui, il y a des Vietnamiens d'origine chinoise. Oui, oui beaucoup. Le Nord, oui, beaucoup. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire la guerre contre la Chine, parce on sait bien que même s'ils vont chez nous à pied, hein, juste à pied, c'est déjà fait. Le pays est déjà foutu. Voilà, donc il faut vivre. La diplomatie de bambou, comme actuellement, il est un peu. Hein, mais. oui, c'est pas vraiment le cas. Hein.
il y a un proverbe qui dit que lorsque vous mangez avec le diable, il faut avoir des très longues fourchettes pour justement ne pas être à la portée. Donc, Oui, très longue table. oui. Michel, avoir les fourchettes, nous, on a des baguettes très longues. Hein. Donc, Oui, oui, oui. hein, en bambou C'est ça. en plus. Hein. C'est Et ça. ça pousse partout. Donc, c'est pas cher. Donc, le Vietnamien, ils savent ce qu'ils font. Je vous dis tout de suite. Les gens autour de moi qui critiquent le gouvernement vietnamien, je suis pas d'accord. Je les admire pas, mais en tout cas, ils sont plus intelligents que le gouvernement ukrainien. Ça, je ne sais pas ils vont être toujours être d'accord avec toi. Enfin, c'est un peu facile quand même comme comparaison. Hein. C'est quand même trop facile. Hein. C'est pas la même configuration, tu sais. On va pas comparer les pommes et les oranges. C'est pas la même Ben là, c'est configuration. même pas les pommes et les oranges, c'est une pomme et un beefsteak, quoi, je veux dire. Génial, le Je beefsteak. suis comparé à Macron et De Gaulle. Tiens, ouais, youpi. C'est en français. Ah bon? Bon, eh ben, écoutez, mes chers amis, alors moi, je vais essayer d'inviter la prochaine fois quelqu'un qui est en Haïti Oh, génial. et en même temps, et aussi alors je ne sais pas, parce que ça va être au niveau des horaires, ça ne va pas être évident, et également quelqu'un qui est en Thaïlande actuellement. Voilà, je vais essayer ça. Ben, En ça serait vacances? En plus déjà de nous cinq, de nous six avec, voilà, on va essayer. 7 avec Philippe. Philippe, vous parlez de Thaïlande, justement. Il y a quelques jours, M. Jinping qui a dit, la Thaïlande, c'est notre petit frère. Oui, oui, oui. Il faut qu'on en prenne soin. Les Hein? Thaïlandais, ils sont pas trop, ils sont pas trop pro-chinois, les Thaïlandais. Oui, mais il a dit que c'est notre petit frère. Il faut Oui, qu'on oui, prenne oui. soin. Le peuple, les frères, on a vu ce que ça donne. Hein. Et puis, écoute, franchement, alors c'est vrai que les Chinois maintenant sont au Cambodge, c'est incroyable. Hein. Alors quand je suis allé au Cambodge l'année dernière, mais il y avait des Chinois partout, c'est incroyable. Oui. Ils sont en train de construire des villes pour Chinois, en dehors des villes cambodgiennes. Et les pauvres Cambodgiens, ils font une tête. Et la Chine, elle a une tendance un tout petit peu manger ses voisins. Hein. Oui. Non, mais oui, mais surtout, les Chinois restent entre Chinois. Oui, c'est ça. Oui. J'ai entendu quelqu'un dire que si on va dire, par rapport, enfin, je sais pas à quel pays, disons que tu prends, je sais pas, un Africain, un Russe, un Mexicain, n'importe qui, tu le mets aux États-Unis, tu fais un Américain. Si tu mets les Chinois aux États-Unis, tu fais les États-Unis chinoises. Voilà. Donc alors, en fait, Tatiana, tu sais pas, les Chinois en Russie, ils sont dans des villes chinoises ou alors j'en ai jamais vu. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais qui sont quand même pas mal. Enfin, surtout les marketplaces. Enfin, je veux dire ouais, ils sont quand même très dans la vente de leurs produits. Donc, ils essaient de passer un petit peu partout. Voilà. Donc, les ventes par correspondance, genre Ozone, AliExpress ou autres. Il y en a d'autres un peu comparables, pas mal. Et c'est vrai qu'ils sont en tout cas très, très solidaires et ils sont très unis entre eux. Je veux dire, ils se mélangent pas avec les autres, non. Les Chinois. Mais en France aussi, je veux dire, je connais pas beaucoup de Chinois qui se mélangent. Mais il y a des Vietnamiens en Russie. Oui, je sais. Il y a des Vietnamiens en Russie, une communauté assez importante. Et puis, moi, je suis contente pour eux parce que, ça, je vous dis franchement, je suis les Vietnamiens qui vivent en Russie, je suis les Vietnamiens qui vivent en Florida et à Chicago, je suis les Vietnamiens qui vivent à Kiev, hein, et je suis aussi les Vietnamiens qui vivent en France. Les plus heureux et plus optimistes, ce sont ceux qui sont en Russie, justement. Et je les adore. C'est vrai. J'en ai vu quelques-uns et je trouvais qu'ils étaient très cool. Oui. Ils sont très contents, ils sont très contents, et puis ils font la connaissance avec les voisins russes, et ils ont montré, concrètement aujourd'hui, j'ai parlé avec un, il a dit qu'il va faire une vidéo
pour montrer aux Vietnamiens comment les Russes font le sucre avec le betterave de sucre. Parce qu'au Vietnam, ils ne le savent pas, vous voyez. Et puis, il montre aussi comment il va chez une babouchka pour acheter des poulets. Et tout ça, c'est vraiment génial. Quand je regarde ces Vietnamiens-là, ça me fait vraiment enthousiaste. Ah ouais. Oui, c'est des gens Et qui la Russie, c'est un pays, je veux dire, c'est un pays qui a, depuis aussi loin remonte son histoire, a toujours été très accueillant par les gens qui viennent la voir, quoi, je veux Oui, dire. oui. En plus, Et, il y avait une dame. si on dit, si vous venez avec l'amitié, on vous donne toute la possibilité de s'installer, vous allez être, enfin, vous pouvez vous sentir comme un Russe, mais toi même pas Russe, quoi. Oui. Il y a les gens qui se marient, qui s'installent, et finalement, quand on regarde les noms, tu retrouves des noms de toutes les origines, quoi. Oui. La Russie, si vous venez chez nous avec une épée, comment dire, c'est de l'épée que vous mourrez. Mais si vous venez, je veux dire, en tant qu'ami, vous êtes reçus comme ami, et je veux dire, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Il y a beaucoup de ce que les Vietnamiens ils sont vraiment admiratifs parce qu'il y a beaucoup d'espace. Ouais. Il y a beaucoup d'espace dans la ville où ils sont. Ils habitent à banlieue. Ils vont chez les Russes. Les Russes ont dit, bah écoutez, moi j'ai 25 hectares de terre. Mes enfants ils sont partis. On est que tous les deux tout seuls. Venez prenez combien vous voulez. Hein? Pour nous aider pour l'élevage, pour faire des pommes de terre, n'importe. Vraiment, les gens sont... Et au Vietnam, 100 millions de personnes dans un pays qui a beaucoup de montagnes et beaucoup de rivières, la terre est très très étroite. Et maintenant, quand ils vont en Russie, tout d'un coup, ils ont 5 hectares de terre, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est comme les vaches en Russie, ils connaissent pas la clôture, hein. Je veux dire, on ne sait jamais sur quelle terre il va broter parce que, je veux dire, il y a suffisamment de place, quoi. Il y a vraiment beaucoup de place. Il y a beaucoup de place, quoi. Je veux dire, la Russie, elle a plutôt besoin des êtres humains que des terres, des conquêtes, quoi. Oui, oui. Aujourd'hui, grand les bras à tous ceux qui veulent venir. En tout cas, tous les Européens sont les très bienvenus, hein. Oui, Alors, s'il vous plaît, mesdames, félicitez Michel, qui a un maillot, donc. Oui, c'est quoi ce maillot d'ailleurs? RDC Congo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Michel? C'est un bras nu que tu as ou pas? Pardon? Tu as un bras nu, si j'ai bien compris. Oui. Pourquoi ce maillot avec un bras nu? T'as perdu ta manche ou c'est fait exprès? Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui-là et c'est un des multiples maillots de la RDC. Ce qui est génial, de l'équipe de foot de RDC, oui. L'équipe de football de la République démocratique du Congo qui ont fait un pas de plus vers la Coupe du Monde après avoir gagné les barrages d'Afrique en ayant éliminé le Cameroun et le Nigeria qui étaient vraiment des grosses pointures. Ils se retrouvent maintenant dans un dernier carré de barrage où il y a 6 équipes. Et comme la RDC est mieux placée sur le classement de la FIFA, ils n'auront qu'un seul match à jouer, contrairement par exemple aux autres nations. Et là, pour le moment, la RDC attend au mois de mars le vainqueur du match entre la Nouvelle-Calédonie et Jamaïque. Celui qui gagnera va rencontrer la RDC et je l'espère vraiment, la RDC pourrait gagner et se retrouver en Coupe du Monde. Ça fera alors 10 équipes africaines qui vont être représentées en Coupe du Monde. Ça sera le retour de la RDC Zaïre en 74. Je me souviens, j'étais gamin quand j'ai vu la Coupe du Monde 74. J'ai vu cette équipe évoluer en Afrique. J'ai vu la Coupe du Monde. J'aimerais les revoir encore durant cette nouvelle Coupe et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois qu'ils vont participer, mais qu'ils vont maintenant devenir un peu plus réguliers. Ce que j'aime avec l'équipe, c'est que non seulement l'équipe est en train de porter tout un rêve d'une nation, tous les Congolais dans la partie occupée ou non occupée sont vraiment derrière les victoires de l'équipe nationale,
mais au-delà de ça, ils vont représenter un continent et par-dessus tout, ils ne sont pas là seulement pour jouer, ce sont les ambassadeurs de la situation du Congo et en particulier à ce qui se passe à l'Est. Lors de la dernière CAN, il s'était illustré et c'est d'ailleurs quelque chose qui avait attiré encore l'attention sur ce qui se passe à l'Est du Congo, où lors des hymnes nationaux, ils ont placé une main devant la bouche et l'autre en signe de revolver sur la tempe pour dire que on était en train de tuer en République démocratique du Congo dans le silence. Et ce sont des excellents ambassadeurs. Et je pense que si jamais ils réussissent à passer en Coupe du Monde, ça sera encore un autre espace où ils pourront revendiquer ce message-là. Et moi, je trouve que c'est important. Il faut en parler encore et encore. Donc, chaque fois que moi j'ai eu l'occasion, je le fais. Et là, je suis vraiment particulièrement content. J'espère qu'ils ne vont pas être trop confiants au risque de se faire surprendre, mais qu'ils vont bien se préparer. Et ce sera le rêve de tout un pays, de tout un continent qui va être concrétisé si jamais ils remportaient la victoire. En tout cas, moi, je suis derrière eux. Vous me verrez souvent en maillot du Congo ou bien avec le brassard de la République démocratique du Congo. Donc, ne soyez pas surpris. Lucas, il est vrai que c'est un pays qu'il faut surtout pas oublier. Comment dire. C'est dans le silence qu'il pousse des arbres. Oui, oui. C'est dans le silence qu'on les abat aussi. Voilà. Et surtout, c'est un très grand pays. Hein. C'est le deuxième pays de l'Afrique. Hein. Et c'est un pays, je veux dire, vraiment très beau. C'est une beauté à couper le souffle. C'est le pays francophone, le plus grand pays francophone en Afrique. Premier pays francophone. Oui, premier pays francophone, voilà. Et à cause de cobalt et coltan et compagnie, ce pays-là doit être riche hein, et puis pouvoir profiter de ses propres richesses. Oui, malheureusement, il est riche. Je dirais, malheureusement, il est riche parce que malheureusement, il n'était pas riche. C'est qui fait son malheur. Ouais. Je vais vous raconter une blague congolaise par rapport aux richesses. Oui. Les Congolais disent Dieu se promenait sur toute la terre, il a distribué des minerais par-ci, par-là. Et dès qu'il était arrivé en République démocratique du Congo, il était fatigué. Il a déposé son sac. C'est pour ça qu'il y a toutes les richesses qui sont là. Tous les éléments du tableau périodique de Mendeleev sont là. Donc, il suffit simplement de dire tel produit, il va dire il y en a. Donc, c'est ça qui aussi contribue à son malheur parce que ceux qui n'en ont pas veulent prendre et s'il faut marcher sur des cadavres, ils vont le faire. C'est la même chose qu'avec la Russie. Tous les systèmes Mendeleev, il y est. D'ailleurs, Mendeleev, c'est un Russe. Et effectivement, je veux dire, les gens qui aimeraient bien prendre la Russie, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Comme par hasard, plus ton pays est riche, plus ton dictateur est sanguinaire. Hein. C'est ça, oui. Mais tu sais, Michel, une seule chose que j'étais un peu révoltée en étudiant un petit peu sur le dossier de Congo, c'est que l'Union européenne mène une politique complètement naze envers le conflit russo-ukrainien. Et maintenant, ils sont en train aussi de foirer tout au Congo parce que le président de Rwanda, il a une carte blanche. Il fait ce qu'il veut avec l'Est de Congo. Hein. Et personne ose de dire que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et parce qu'il était victime de génocide, tu me corriges si j'ai bien compris, il était victime de génocide et maintenant, il profite ça comme prétexte de faire pareil au peuple Congo dans l'Est, la région Kivu, si j'ai bien compris. Hein, et tout ça. Et l'Union européenne, au lieu de dénoncer le régime Rwanda, ce qu'ils ont fait, eh ben, on dit bah, vous êtes victime et vous avez tout le droit, vous faites ce que vous voulez. Ça, je trouve inadmissible. On demande aux Congolais de négocier, de discuter avec le gouvernement rwandais pour trouver des solutions, etc. L'Union européenne finance l'armée rwandaise qui défend certains intérêts au Mozambique, par exemple. L'Union européenne a signé un contrat des minéraux critiques qu'ils achètent au Rwanda, des minéraux qui n'existent pas au Rwanda. Visiblement, ça vient du Congo.
et ça ne leur pose pas un problème. Quand on a commencé à soulever un peu cette question sur la spoliation qui est faite et donc rendant ainsi l'Union européenne des resellers parce qu'ils achètent des produits qu'ils savent ne pas venir du pays qui leur vend. Ils ont dit on va étudier pour voir comment suspendre ce contrat qu'ils avaient signé en 2024. Jusqu'à présent, ça n'a pas été révoqué. Jusqu'à présent, le Rwanda continue à envoyer des minerais et ça passe sous silence. C'est ça. Sauf qu'elle finance beaucoup trop d'armées, cette l'Union européenne, hein, qui s'est dit l'arbre de paix. Alors, il y a un truc très, très, très curieux. J'ai appris que l'Union européenne avait des services secrets. Mais les services secrets, c'est étrange, ça. Dirigé par Madame Kakalas. Oui. Vous avez des services de renseignement. Celle-là, elle parle trop, hein. Ouais. Elle parle trop, hein. Elle parle que des bêtises, hein. J'ai entendu encore parler aujourd'hui, hein. Je la supporte pas. Voilà, je la supporte pas. Mais bon, Philippe, sur ton poste, le revue de presse et tout ça, il y a un monsieur qui fait des commentaires sur Kakalas. Bon, il était quand même un peu dur, hein, avec Kakalas. Un peu dur. Pire que moi. Hein. Oui. Moi, je l'appelle plus gentiment. Moi, je l'appelle Madame Caca. Ah oui, c'est pas gentil. Sur ses initiales. Non, elle utilise les initiales. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et il faut que l'opinion française sache que cette femme et son mari a fait beaucoup d'argent avec la Russie. Beaucoup. Oui. Beaucoup d'argent. Hein. Il continue. Oui, c'est comme Zelensky. Zelensky aussi a fait beaucoup d'argent avec la Russie. Et le clan maternel, c'est la Russe. Le Russe. Et ils ont tous des passeports russes, ces gens-là. C'est ça qui est rigolo. Ils ont tous une double nationalité qu'ils n'ont pas encore évoquée. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. À la semaine prochaine, alors. Oui, bébé, oui. À la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France